sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be Tous les matins, Sarah, elle fait... Eh oui, vous êtes ma star, Agathe. Bah, ouais, bah vous, franchement, je vous le rends bien. Le même style vestimentaire, les deux. Et ça fait une semaine que tous les jours, sans se consulter, on porte la même couleur. On est connectés. On est sœurs de fringues. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Bel et Bien ensemble. Il y a donc, vous l'aurez remarqué, Sarah Cadour qui est en rose. Il y a Stan Gusman qui est en bleu. Habillé toujours pareil. Et Sylvie Chocron ne commande pas ses vêtements. Oh non, parce qu'elle est neuropsychologue et que c'est l'invitée spéciale de cette émission. Donc, on ne dit rien à part merci d'être là. Alors, des notifications qui sonnent sans arrêt. Voilà, les embouteillages. Voilà, en bas de chez soi. C'est quand on habite près d'un feu rouge. C'était le cas. Pendant très longtemps, j'habitais un croisement, donc on avait les... Voilà. Il y a les gens qui hurlent aussi dans l'open space, les travaux dans la rue. C'est vrai que le bruit fait partie de nos vies et ses conséquences sont loin d'être anodines pour notre bien-être parce que ça crée du stress et ça crée beaucoup de fatigue. Regardez ces articles. Paris, c'est devenu la ville la plus bruyante d'Europe. Vous vous rendez compte ? 80% des Franciliens sont exposés à des niveaux de pollution sonore supérieurs aux recommandations de l'OMS. Un propriétaire est même parvenu à faire annuler l'achat de son appartement parisien à cause des nuisances sonores. Donc quand on a lu ça, on s'est dit qu'il fallait en parler pour mettre fin à cette pollution sonore. Et celle qui nous a donné envie de faire cette émission, c'est Rizlaine Lalou, qui est chirurgien ORL à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle est chercheuse à l'Institut Reconnect et on compte sur elle pour mettre un peu de silence dans notre vie quotidienne. Sarah, ouh là, elle est vénère comme le tonnerre. Ouf. Sarah. Ouh, et Sarah. Ah, pardon. Ah oui. Non, mais j'avais mes boules caisses. Oui, c'est ça. J'en peux plus du bruit. Ouais. Parce qu'on parle souvent de charge mentale, mais il y a aussi la charge sonore. Et franchement, en tant que femme, j'ai l'impression que mon cerveau est devenu un open space. Alors, il y a les cris des enfants, le conjoint qui regarde une vidéo sans écouteur, la machine à laver qui bip, les 55 alarmes du téléphone pour penser au rendez-vous de toute la famille, les notifications du groupe WhatsApp des parents d'élèves et bien sûr, le fameux... Donnez-moi les boules caisses. Tenez, il y a des je peux vous résidus. supplier. À la fin de la journée, à cause du bruit, moi, je fatigue mentalement, Agathe, j'en peux plus. Et même quand je suis enfin au lit, prête à retrouver un peu de sérénité et de calme, il y a les ronflements de monsieur qui prennent le relais. En fait, pour des millions de femmes surmenées, le silence est devenu un luxe. Moi, je crois que je serais prête à payer très cher pour vivre une expérience silencieuse. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Les bains de flottaison, par exemple, dans le silence total. Les retraites de yoga en silence, les hôtels digital detox sans réseau et les restaurants concept où il est interdit de parler à table. Même les jeunes en redemandent avec cette tendance qu'on appelle le silent walking. Traduction. La trappe de désenfumage. C'est ça, le besoin de marcher en silence. Bravo, Agathe. Et je vais vous faire un petit aveu. Moi, mon plus grand rêve, c'est juste de passer quelques jours solo dans un hôtel, voilà, sans les cris des enfants, sans les demandes de mon mec. Bref, dans le silence. Alors, Sylvie, pourquoi plus que jamais notre cerveau, il a besoin de calme ? Mais parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que tous ces sons que vous avez cités, les gens qui parlent fort dans le métro, au téléphone, les klaxons, les notifications, etc., c'est épuisant. Parce qu'un son, c'est pas juste une stimulation qui est autour de vous. Un son, potentiellement, c'est quelque chose qui va attirer votre attention. Et d'ailleurs, on a une réaction d'orientation de l'attention. Parce qu'au départ, les sons, c'est là pour nous alerter. Ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, on est absolument épuisé. Ça a un effet sur notre attention, évidemment, qui est sursollicitée. Ça a un effet sur notre sommeil, ça a un effet sur notre concentration, ça a un effet sur nos capacités cognitives, sur notre mémoire. Bref, vraiment, quand on parle de pollution sonore, c'est pas pour rien. C'est parce que véritablement, ces bruits nous polluent. Et il faut rajouter à ça une chose, c'est que depuis qu'on a la possibilité d'avoir des écouteurs et de choisir ce qu'on écoute au moment où on l'écoute, du coup, les bruits qu'on subit et qu'on n'a pas choisis deviennent encore plus agressifs, deviennent encore plus gênants parce qu'on a pris l'habitude de contrôler ce qu'on écoute. Donc, on est tous misophones, c'est-à-dire... saturés. Voilà, on ne supporte plus ces sons qu'on nous impose. Alors que le silence, comme vous l'avez dit,
C'est vraiment le meilleur moyen pour régénérer notre attention, notre mémoire, notre concentration, améliorer notre sommeil, voir vraiment tout notre état physiologique. Et il semblerait que 2 minutes de silence suffisent déjà à restaurer nos capacités. Donc vous avez raison. Être conscient qu'on a besoin de silence et rechercher le silence, c'est déjà une façon d'améliorer les choses. Alors, comment retrouver un peu de silence dans un monde de bruit? On accueille notre sauveuse tout de suite. Bonjour Islaine Lalou. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Vous êtes chirurgien ORL à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ma première question, elle est toute simple. Est-ce que les femmes sont vraiment plus sensibles au bruit que les hommes? Alors ça, je pense que c'est un mythe. Physiologiquement, les femmes ne sont pas plus sensibles au bruit. On a la même oreille, on a le même cerveau, mais après, peut-être que les femmes ont plus de charge mentale qui fait que du coup, peut-être que les femmes sont un peu plus en alerte de manière générale. Moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Quand le bébé pleure la nuit, Comme jamais par je hasard. l'entends. Zut Voilà. alors. Oh là là, mais c'est vrai, mon pauvre, c'est pas de votre faute. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Alors, il y a quand même des moments dans la vie où on a l'impression qu'on est plus sensible au bruit, nous les femmes. Est-ce que ce sont les variations hormonales qui peuvent éventuellement expliquer ça? Alors, les variations hormonales peuvent tout à fait expliquer un peu des moments où on va être un peu plus sensible au bruit, mais comme on va être plus sensible à toutes les stimulations, donc c'est sûr que, par exemple, la période prémenstruelle, ça va être une période de fragilité pour la femme où elle va être un peu plus sensible. Après, sur le plan plus médical et santé, il y a certaines maladies qui touchent un peu plus les femmes et qui vont s'aggraver lors d'événements hormonaux comme C'est la ça. grossesse. Mhm. Par exemple, une maladie qui donne une surdité qui s'appelle l'autospongiose, où il y a certaines femmes qui vont dégrader un petit peu leur audition après une grossesse. Ah oui. Ce qui peut se passer aussi après une grossesse, c'est que certaines femmes vont avoir une toute petite surdité, très légère, et elles vont totalement décompenser parce que il y a la fatigue du postpartum, la fatigue de la grossesse, et le cerveau qui, derrière, compensait, ne va plus réussir à compenser. Bon, Sylvie Choqueron, on l'a tous constaté avec nos proches. D'ailleurs, papa, pareil, toi. Oui, c'est vrai, mais je comprends en même temps qu'il n'ait pas envie. Mais pareil, toi. En vieillissant, on est aussi de moins en moins tolérant au bruit, en plus de perdre un peu en ouïe. Pourquoi? Vous l'avez dit, en fait, il y a 2 phénomènes. Il y a premièrement le fait qu'en perdant un peu d'audition, en vieillissant, toute l'écoute demande un effort, donc c'est épuisant. C'est comme si toute la journée, vous deviez donner du sens à des gens qui parlent au restaurant dans le bruit. Donc ça, c'est extrêmement fatigant. Et puis ce qu'on sait aussi, mais je parle sous votre contrôle, c'est que lorsqu'on commence à perdre l'audition, on va pouvoir parfois perdre l'audition sur certaines fréquences précises, mais par ailleurs avoir ce qu'on appelle une hyperpathie au bruit, une hypersensibilité sur d'autres fréquences qui deviennent intolérables. Et donc on a à la fois la surdité pour certains types de sons, en général plutôt aigus, et en même temps une sensibilité plus importante sur des sons qui peuvent être plus graves. Et donc, les deux font qu'effectivement, l'environnement sonore peut être très pénible. Alors, le niveau sonore moyen d'une grande ville comme Paris, c'est 65 décibels, donc c'est bien plus que le seuil d'exposition critique des 55 décibels qui est recommandé par l'OMS. Et pourtant, est-ce que c'était plus silencieux avant? Pour le savoir, Stan a voyagé dans le passé, comme chaque matin. Et je me suis fait cette réflexion, on a tous cette image un peu fantasmée et désuète du passé. Je suis sûr que vous l'avez fermé les yeux, imaginez. Voilà, on pense à la France de Charles Trenet avec ses petites rues pavées, ses oiseaux qui sifflent et ces gens qui prennent le temps de siester sous un chêne. Bref, la Dolce Vita d'avant, les notifications, les scooters débridés et les jeunes qui regardent leurs stories sans écouteurs dans le métro. Comme si tout était plus calme, plus silencieux, moins bruyant, une vie en ASMR en somme. Sauf que, en fait, c'est faux d'après les historiens. Contrairement aux idées reçues, les villes d'avant étaient déjà extrêmement bruyantes. Au 19e, par exemple, nos rues résonnaient de quoi? Du ramdam des fers à cheval, des charrettes qui roulent sur les pavés, des cloches qui tintaient matin, midi et soir, mais aussi des marchands ambulants, des vendeurs de journaux à la sauvette qui s'égosillaient pour distribuer leurs canards, ou encore de la poissonnière qui hurlait pour annoncer la livraison de son poisson. Et croyez-moi, dans les bâtisses insalubres de l'époque, l'isolation laissait à désirer et nos aïeux avaient déjà envie d'en découdre avec leurs voisins du dessus. En fait, à chaque époque, les nouveaux bruits ont dérangé nos concitoyens. Ça, c'est le bruit des premières locomotives. Quand elles sont arrivées, certains médecins pensaient que leur vacarme allait rendre les gens complètement fous.
Autre son qui est arrivé, même chose avec la démocratisation de l'automobile. Les experts parlaient à l'époque de fatigue nerveuse sonore à cause du bruit des pots d'échappement. En fait, rien n'a vraiment changé. C'est dit, on a l'impression que nos sociétés sont devenues plus brillantes qu'avant, mais pas vraiment. Est-ce que ce serait pas nous? On n'est pas devenus misophones, en fait. Alors, je pense qu'en réalité, vous avez raison. En termes d'intensité sonore, c'est possible qu'à l'époque, il y ait eu vraiment un vrai vacarme dans la rue à cause de tout ce que vous citiez. Aujourd'hui, ce qui est probablement épuisant, c'est tous ces nouveaux bruits qui arrivent. Donc, vous avez remarqué que toutes les nouvelles technologies produisent de nouveaux bruits. Et puis surtout, avant, je pense que les gens avaient des moyens de récupérer avec des moments de silence. C'est-à-dire qu'il y avait des moments dans la journée ou des endroits dans lesquels vous saviez que vous n'auriez pas de bruit. Et aujourd'hui, ces refuges, en quelque sorte, d'un point de vue sonore, ils sont beaucoup plus rares. Et ces moments de silence aussi, on est vraiment envahi en permanence. Et c'est sans doute ça qui est très insupportable. Rizden Lalou, à cause de cette exposition au bruit permanent cumulé au bruit des écouteurs, on entend souvent dire que la nouvelle génération risque de devenir sourde. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors là, pour le coup, c'est une réalité. C'est vraiment un risque qui existe. L'exposition sonore actuellement, elle est beaucoup trop importante chez les jeunes. Ça a été pas mal étudié. Il y a eu 2 rapports de l'OMS qui ont étudié la surdité de manière générale et l'exposition au bruit. Et on sait qu'il y a à peu près 50% des jeunes qui sont exposés de manière régulière à des sons beaucoup trop importants, qui sont les sons lors des festivals, lors des concerts, en boîte de nuit. Et parce que c'est plus fort qu'avant, parce que moi je me souviens que très fort. Dans mon enfance on parlait des Walkman. Oui. Voilà, je ne date pas d'hier. Et donc on en parlait déjà, mais c'est les concerts par exemple, les festivals, les boîtes de nuit, tout ça c'est plus fort. Je ne suis pas sûre que ce soit plus fort qu'avant, mais en revanche il y en a beaucoup plus. Vous dites que c'est plus fort, Sylvie? Je pense que l'intensité est plus forte et que si on cumule ces fêtes-là et l'exposition avec les écouteurs, on est beaucoup plus exposé à des intensités trop fortes. C'est que là, en effet, il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas tant de repos auditif. C'est surtout ça, c'est que les jeunes sont tout le temps exposés au bruit. Et là, c'est sur la durée où il n'y a pas tant de repos et les oreilles sont tout le temps sollicitées. Et les yeux aussi, je sais que ce n'est pas le thème de notre émission, mais on l'a dit aussi dans Bel et Bien Ensemble, 50% des jeunes peuvent devenir myopes dans les 30 prochaines années ou peut-être même 10 prochaines années. Donc c'est vrai qu'à force de vouloir tout le temps boucher les trous, les vacuiter, les occuper, on met du son dans leurs oreilles, on met des images dans leurs yeux et résultat, voilà, c'est trop. Et j'avais une petite question, parce que si on est condamné à perdre l'audition, est-ce qu'on peut la récupérer? Est-ce qu'on peut retrouver son audition une fois que c'est perdu, c'est définitif? Alors, c'est justement la différence avec la myopie. La myopie, ça se corrige très bien, que ce soit par des lunettes, des lentilles, une chirurgie. C'est très simple. Les oreilles, malheureusement, c'est l'oreille interne qui prend. Et l'oreille interne, c'est un organe qui ne se régénère pas. Une fois que c'est perdu, c'est malheureusement perdu pour de bon. Donc si on a un traumatisme sonore et qu'on va perdre, par exemple, une zone fréquentielle au niveau de l'oreille interne, c'est une zone qui va être totalement perdue, où il y aura une audition qui va être dégradée, des fois des acouphènes qui vont se rajouter, un sifflement qui est là tout le temps et qui va un peu gâcher la vie. Donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Et pourquoi la médecine ne travaille pas là-dessus? Alors la médecine travaille là-dessus, la recherche travaille là-dessus. Vous ont-ils attendu ça? J'avais une idée comme ça, je me disais. C'est ça. Non, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus, sur la régénération des cellules de l'oreille interne, des neurones qui vont au niveau de l'oreille interne aussi. Mais c'est pas quelque chose qui est simple. Il y a plein de pistes, que ce soit les cellules souches, que ce soit de la thérapie génique, des thérapies médicamenteuses un peu spécifiques. Mais l'oreille interne, c'est un organe assez complexe, que ce soit en termes d'exploration ou en termes de traitement. Sarah, comment les Français luttent-ils contre ce bruit permanent? Eh bien, sans surprise, ils galèrent comme nous tous. Agathe, et je vais vous faire une petite confidence. Moi, avant, au bureau, quand je voyais une personne avec ça, porter un casque anti-bruit, Stan, par exemple, je me disais que c'était un antisocial. Qui voulait parler à personne. Eh bien, maintenant, moi aussi, j'en ai un. Voilà. Bah ouais, parce que quand on sait qu'un open space peut monter jusqu'à 70 décibels, l'équivalent d'un aspirateur en marche, comment vous voulez vous concentrer? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui officiellement que la pire idée de ces 10 dernières années, c'était d'imaginer que les open space allaient être bons pour nous? Pas du tout. Pas du tout. Franchement, c'est ce qu'il y a de pire. Bah voilà, mais moi, en open space, ma solution maintenant, c'est le casque anti-bruit. C'est devenu ma petite technique. Allons découvrir celle des Français, Agathe. Moi, j'ai une petite cabane en plexi en plus. Ah bon?
J'ai un peu mal à la tête vu que j'ai fait plein d'interviews, donc on va le faire vraiment en parlant doucement, en chuchotant, pour pas que ça me tape sur le système. Par exemple, dans la vie, qu'est-ce que vous aimez faire? C'est compliqué de... Pourquoi? Je pense que parfois, il y a tellement de stimulation qu'on n'arrive pas à suivre. Bravo. Yes. C'était une blague parce que le thème c'est le silence. Ah oui, bah je comprends mieux maintenant. Quel est le bruit qui vous fatigue le plus au quotidien, vous? Surtout les bruits irréguliers, en fait. Parce que Du genre? un petit bip, 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 bip. Ouais, voilà. Non, vous sentez pas le stress, là? Moi, ça m'apaise. Ah ouais? Quand vous avez besoin de silence, vous faites quoi? Je m'isole, je pense. Une bonne petite sieste. Je vais au cinéma. Étonnant. Bah ouais, j'aime bien. Mais parce que justement, il n'y a pas de bruit extérieur. Enfin, on n'est pas sollicité par des notifications, etc. On est vraiment concentré sur... Donc en fait, c'est du bruit qu'on a choisi finalement. Si vous pouviez supprimer une seule source de bruit de votre quotidien, vous choisiriez quoi? Et les bruits de frein dans le métro. Les bruits de travaux, la perceuse, tout ça. La mastication. J'ai horreur des bruits de mastication. Ça peut me rendre... Mais non. Ça me... Mais pourquoi vous aimez pas? C'est comme si ça me polluait la tête et... Ah, j'aime pas du tout. C'est... Voilà, je mastique. On a vu les techniques des Français. Vous, Rizan Lalou, c'est quoi vos astuces pour vous protéger du bruit au quotidien? C'est assez simple. Il faut être globalement raisonnable par rapport au bruit. Éviter de mettre le son trop fort quand on va écouter de la musique. Donc la règle, c'est de ne pas mettre plus de 60% au-dessus de... Enfin, 60% du maximal possible. d'accord. Donc il ne faut pas aller jusqu'au maximum de nos écouteurs parce qu'on est déjà trop fort. Vraiment, c'est 60%. C'est dur. Donc, Ouais, C'est dur parce que quand on aime une chanson, on a envie de Ouais, de s'enivrer. bien sûr. s'enivrer du son. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué tout à l'heure. Vous avez dit les enfants ne font pas de pause. Est-ce que les pauses, ça sert quand même Les pauses servent complètement. On a besoin de reposer nos oreilles. On devrait le faire combien de fois par jour, par exemple, concrètement? Ça dépend un petit peu de l'exposition qu'on va avoir, mais par exemple, 1 heure de musique non-stop, c'est beaucoup. Ah oui, c'est ça. Donc Après ça, il faudrait vraiment essayer de se plonger dans le plus de silence possible. voilà, faire une pause avec 5 minutes où on est complètement dans le silence, où on n'a pas de stimulation auditive autour de nous. Mais donc, pour se protéger, c'est vraiment éviter la musique trop forte, utiliser du bon matériel aussi pour écouter de la musique. Donc, C'est quoi du bon matériel? des écouteurs ou des casques qui vont être plutôt isolants pour éviter D'accord. d'avoir le bruit extérieur qui nous Ah oui. pollue et qui fait qu'on va mettre la musique plus fort en fait. Mais donc, c'est pas la nouvelle génération Ouais. D'écouteurs. d'écouteurs, c'est ça, hein, normalement, ça isole totalement. Moi, je trouve que c'est presque un peu Ouais. angoissant. Pour ça que... Ok, bon, c'est noté. Alors, pour un bon sommeil réparateur, le volume sonore ne doit jamais dépasser les 40 décibels dans la chambre. Ça, c'est très important. Mais bon, si vous avez une rue passante, si vous avez des voisins bruyants et tout, en fait, ce seuil, il est très, très vite atteint. La solution, le déménagement. Non, plus simple, on peut aussi masquer la pollution sonore grâce au bruit blanc, comme celui d'un ventilateur. Ouais. J'aime bien, moi. Ça m'apaise. Moi, je peux tuer quelqu'un. C'est l'autre. On peut donc avoir recours à une autre solution. C'est le bruit rose d'une cascade, ça. Ça me donne envie d'aller aux toilettes, ça. moi. Oui, mais bon. Ben, arrêtez de boire 2 heures avant de vous coucher. Et puis, il y a certains qui prétendent aussi que certains bruits bruns, comme celui d'un orage, aident à s'endormir. Ça, c'est vrai que c'est sympa. On se sent bien chez soi. Oui, on se dit, ah là là, je suis protégée Ouais. dans mon petit cocon et tout. Alors, il y a d'ailleurs de plus en plus d'objets technologiques à installer sur sa table de chevet qui reproduisent ces sons et qui nous aideraient à mieux dormir. Alors, Sylvie, j'ai besoin de votre avis sur cette question. Mais bien sûr. Mais bien sûr, tout de suite. Mais bien sûr, alors ces 3 bruits que vous avez cités, ils ont des caractéristiques physiques différentes. Donc le bruit blanc, c'est vraiment le bruit qui contient toutes les fréquences, d'accord, qui existent. Et donc son rôle, c'est vraiment de venir masquer tous les bruits qui pourraient survenir. Donc c'est comme une enveloppe en fait, c'est comme un masque de toute la pollution sonore qui serait autour de vous. Et donc ces bruits blancs, comme vous l'avez dit, c'est le bruit du ventilateur ou le bruit de la climatisation. Donc effectivement, ça va masquer les autres bruits, mais certaines personnes les trouvent à la longue un peu fatigants parce que c'est comme un bruit de fond en permanence qui se surajoute du coup aux autres bruits. Ensuite, il y a les bruits roses dont vous avez parlé, qui sont des bruits un petit peu plus doux. Donc vous l'avez dit, hein, c'est le vent dans les feuilles, c'est le bruit de la pluie, le bruit de la rivière. Donc là, à nouveau, notre cerveau va percevoir ce bruit comme un bruit naturel
qui, lui, va nous apaiser, donc nous procurer un certain bien-être. Et puis, il y a les bruits bruns dont vous avez parlé. Le roulement vraiment de l'orage qui arrive, par exemple, ce qui plaît beaucoup à Stan. Et donc, les personnes décrivent ce bruit-là comme un bruit vraiment qui va venir les envelopper, les isoler finalement de toute cette ambiance sonore qui est autour d'eux et qui peut les gêner. Et donc, ces bruits-là, ils sont proposés pour aider les personnes à s'endormir. Mais il y a une étude récente qui montre que si ces bruits peuvent vous aider à masquer la pollution sonore au moment de l'endormissement, c'est pas pour autant qu'ils vous procurent un bon sommeil. Et donc, ils peuvent venir interférer avec l'activité cérébrale pendant le sommeil, et en particulier venir gêner le sommeil paradoxal, qui est une phase de sommeil très importante pendant laquelle on active plein de régions dans notre cerveau, on consolide les souvenirs, il se passe plein de choses très importantes pour la mémoire en particulier. Et donc du coup, il faut être prudent, parce que quand on utilise ces outils-là pour s'endormir, on peut venir interférer avec l'activité cérébrale pendant le sommeil, et du coup altérer un peu la qualité du sommeil. D'accord. Donc c'est bien de les utiliser si on en a vraiment besoin, mais de ne pas les utiliser de manière chronique pour ne pas venir altérer notre sommeil. Ok. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, docteur Rislaine Laloux, de nous avoir éclairés, d'avoir fait de la prévention ce matin. On rappelle que vous êtes chirurgien ORL à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À très bientôt, j'espère, sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Et si la solution bien-être au bruit moderne, c'était de partir au milieu de nulle part, voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est la piste qu'explore notre envoyé spécial bien-être, Arnaud Loquet. Il revient de la jungle. Il s'est baladé de liane en liane. Il était dans la forêt de Ponto-Combo. Un bruit. Oui, ça devait être dingue. Oui, tout va bien, vous? Les serpents. Ah oui. J'ai des trucs qui me rentrent dans les oreilles et tout. Les moustiques, les scies, les lats, les Vous singes. n'imaginez même pas. Donc je suis épuisé, mais j'ai quand même essayé d'aller au bout de cette chronique. Parce que quand on s'est échappé de Ponto-Combo avec Pauline, notre reporter, on est allé, franchement là, on a sillonné tous les coins de France, on a épuré tous les coins de France pour essayer de trouver l'endroit le plus calme. Mais quand même, je voudrais apporter une rectification, c'est-à-dire que rechercher le silence, il ne faut pas le voir comme juste fuir le bruit, parce que fuir le bruit, quand on le dit comme ça, c'est assez vilain. Il faut vraiment tenter de se retrouver, se reconnecter soi-même, et en fait de vivre ce fameux, on l'a souvent dit dans l'émission, le moment présent, son moment à soi, et justement un silence qu'on a choisi. Donc Pauline, elle a choisi 2 directions carrément différentes. Direction d'abord Toulouse, la ville rose, dynamique, vivante et accessoirement dans le top 4 des villes les plus bruyantes de France. Puis cap sur les Vosges, temple du calme et des grands espaces verts. 2 ambiances, 2 façons de vivre et certainement 2 manières de vivre le silence. Allez, on donne d'abord la parole aux Toulousains. Quel rôle joue le silence dans votre bien-être mental? Ça détend, ça calme, ça apaise. Beaucoup de jeunes pensent qu'en fait, quand on est dans le silence, on s'ennuie. Mais en fait, pas forcément, parce que ça nous permet de nous ressourcer avec nous-mêmes. Quelle est la dernière fois que vous avez ressenti du silence dans la ville? Quand je suis chez moi, parce qu'en réalité, dans la ville, il y a souvent du bruit, il y a du monde. À part en campagne, en centre-ville, c'est très compliqué. Après. Et là, si on faisait le test de rester 10 secondes à pas parler, à faire que du silence, est-ce qu'on le fait? Oui. Et ça fait du bien, mais autant. Évidemment que ça fait du bien, mais si nos amis toulousains chérissent le silence, ils le cherchent plus qu'ils ne le trouvent. Alors que du côté vosgien, il suffit d'une paisible balade dans les monts pour apprécier ce bien précieux qu'est le silence. Le calme, le silence, il n'y a personne. Pas de skieurs, rien, que du promeneur, des marcheurs. Oui, la sérénité, le bien-être. C'est magnifique. Et on se ressource. La forêt nous aide à oublier nos soucis. Ouais, voilà. Et moi, je trouve qu'on a de l'énergie après. On est ressourcés. Dans les Vosges, le silence est partout et il apaise. À Toulouse, c'est une autre histoire, le calme se fait rare. Mais quand on le cherche, on peut le trouver dans un lieu conçu pour lui, la bibliothèque. Ça, c'est important. Pour moi, c'est essentiel pour pouvoir... Par exemple, là, je me suis posé à la bibliothèque pour pouvoir travailler,
réfléchir sur un texte pour pouvoir me concentrer dans ma bulle. Est-ce que c'est dérangeant s'il y a des personnes qui viennent s'accroupir pendant ce silence-là? Oui, un peu. Je recherche le silence, donc forcément, tout ce qui est bruit parasite, ça peut forcément me gêner. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur Toulouse où vous pouvez retrouver ce silence? Pas vraiment, non. Que dans les bibliothèques. Eh bien si, détrompez-vous. À Toulouse, on a trouvé le hotspot du silence au cœur de la ville. Il s'agit du jardin Pierre Baudis, un magnifique jardin japonais. Qu'est-ce qui vous surprend le plus ici? C'est le silence, justement, c'est le calme. C'est un endroit très apaisant. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde et que c'est très agréable. C'est toujours étonnant, on passe des grands boulevards en faisant 2-3 pas et on se retrouve dans le silence d'un parc. Partons maintenant à la découverte du coin le plus silencieux des Vosges, direction la vallée de la Moselotte. Et le lieu porte bien son nom, voici Notre-Dame du Silence. Perchée à près de 500 mètres d'altitude, on n'a pas hésité à lui adresser quelques mots. Quel est votre secret pour rester zen dans ce monde si bruyant? It's oh so still. Ça fait rêver, hein. Ouais. Mais vraiment, ça fait Notre-Dame rêver. du Silence, elle porte hyper bien son nom. Elle a très bien respecté le silence. Ce qu'il y a, c'est que on est tous d'accord là-dessus. On ne va pas tous demain partir vivre en forêt. Je pense que c'est pas le projet. Peut-être dans quelques mois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rappelle une chose, c'est que le silence, ne le voyez surtout pas comme un vide à remplir, mais plutôt comme un espace à retrouver. Et surtout, à l'heure où on est sursollicité par nos téléphones, on l'a dit, nos notifications qui nous rendent ouf, c'est l'un des plus beaux gestes que l'on puisse vraiment s'offrir à soi-même. Et Sylvie, pourquoi est-ce que se retrouver comme ça au milieu de la nature, ce silence-là, pourquoi on aime tant ça, avoir les oiseaux, la rivière? Alors, je ne sais pas si on doit appeler ça le silence, parce que vous avez dû remarquer que les environnements naturels ne sont pas vraiment silencieux. C'est juste qu'ils contiennent des sons qui ne sont pas des sons agressifs pour nous. Donc le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit de vos pas sur les feuilles mortes, etc. Donc il y a des bruits, voilà, on les entend. Il y a des bruits, mais qui sont des bruits qui doivent être dans l'endroit dans lequel vous êtes, qui sont prévisibles, qui sont naturels, qui ne sont pas des bruits artificiels, et qui sont des bruits qui nous rassurent, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même pendant des milliers d'années, on a vécu dans la nature, on était des chasseurs-cueilleurs, on entendait ces bruits, on est programmé pour les écouter. Et c'était des repères. Ils nous rassurent, exactement. Et d'ailleurs, je sais qu'Agathe, comme moi, se réveille parfois très tôt le matin. Le chant des oiseaux, c'est un indice. Est-ce que c'est l'heure de se réveiller ou pas? Quand on est insomniaque, on sait au chant des oiseaux si on a passé une bonne nuit ou pas, à peu près. Exactement. Et donc, ces bruits-là, ces bruits naturels, y compris le bruit de la pluie, etc., ce sont des bruits qui viennent nous rassurer, véritablement, parce que, par exemple, quand on entend les oiseaux chanter, c'est qu'a priori, il n'y a pas de souci, parce que vous savez que quand il y a un grand danger, les oiseaux ne restent pas là à chanter, ils s'enfuient. oui. Et donc, du coup, ça a un effet également rassurant qui nous informe sur l'état de l'environnement dans lequel on est. Donc, globalement, entre le fait qu'on n'est pas agressé par des bruits artificiels, le fait que ces bruits sont prévisibles et le fait que ces bruits sont rassurants, voilà pourquoi on va rechercher ces endroits-là. Alors, vous savez que moi, on pourrait croire que je suis une star. En fait, je ne suis qu'une star de machine à café. Ouais. Et pourquoi est-ce que je suis une star de machine à café? Parce que Ok, Stan j'ai m'en compris. apprend tous les jours. Et là, il a 1 minute chrono pour vous expliquer l'origine des acouphènes. Et qui a des acouphènes dans le public? Ah, quand même. Ah ben oui, non mais c'est... Ben, moi, je lève la main, j'en ai plein, moi. Donc allons-y, il va nous aider. Écoutez ce petit bruit là, agréable. Voilà, ce sifflement, c'est le compagnon d'infortune de 14 millions de Français qui souffrent d'acouphènes. Et le plus fou, c'est que dans la majorité des cas, ce bruit n'existe pas biologiquement. 90% des acouphènes ne sont pas produits par l'oreille, mais par le cerveau. Mais alors pourquoi? Je vous explique. Quand certaines cellules auditives sont abîmées par l'âge ou un traumatisme sonore, le cerveau, il reçoit moins d'informations. En gros, on entend moins bien. Et comme notre cerveau, il déteste les informations incomplètes, il compense en augmentant
le volume de certains circuits auditifs. Résultat, à force de chercher ce qu'il n'entend plus, il finit par fabriquer lui-même un son fantôme qui nous épuise mentalement quand il nous accompagne du soir au matin. Je précise que chaque acouphène est différent, mais il peut se traduire sous forme de sifflement, bourdonnement, grésillement et varier en intensité. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à ignorer nos acouphènes pour que notre cerveau les passe en arrière-plan et les mette ce bruit insupportable en mode sourdine, et je crois que ça ferait du bien à beaucoup de gens, n'est-ce pas Agathe? Le sifflement, ça rend fou à mon avis. Sylvie, justement, comment est-ce qu'on met nos acouphènes en sourdine, si on peut? Alors, comme l'a dit Stan, ces acouphènes sont produits par le cerveau, donc le meilleur moyen, c'est de détourner l'attention. Alors, on a plusieurs façons de faire. D'abord, on évite le silence total, puisque c'est dans le silence souvent qu'on va majorer les acouphènes. Donc, quand on se couche, par exemple, le cerveau n'a rien à entendre et donc il va fabriquer le son à ce moment-là. Première chose. Deuxième chose, on évite le stress. Parce que, en général, lorsqu'on est stressé, on va augmenter l'intensité de l'acouphène. Donc, ce sera encore pire. Troisième possibilité, on choisit le son qu'on va écouter. Donc on écoute un podcast de quelqu'un qui a une voix douce ou de la musique qu'on aime, de la musique douce, parce qu'en faisant ça, on propose à notre cerveau une autre activité auditive et donc on va détourner l'attention des acouphènes pour pouvoir porter l'attention sur un autre signal sonore. Et dans ce cas-là, l'acouphène, comme l'a dit Stan, va passer en arrière-plan. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis la surdité majore les acouphènes. Donc, lorsque vous êtes dans un environnement où vous risquez d'avoir des acouphènes, mettez vos appareils auditifs si vous en avez, parce qu'en entendant mieux les sons ambiants, vous allez du coup occuper votre cerveau à analyser ces sons et il va pouvoir se détacher des acouphènes que lui-même aurait produits. Arnaud, quand c'est pas la France que vous sillonnez, c'est notre planète. Oui. Ouais. Et donc, vous proposez un tour d'horizon de Melun. Non, je plaisante. Au-delà de Melun. Non, franchement, là, pour le coup, c'est un vrai tour du monde parce qu'on va voir avec vous tous les endroits du monde, en tout cas les endroits au monde les plus silencieux. Et ça, je pense que ça va nous mettre en joie. Oui, pour que je garde ma casquette de grand reporter, il faut que je puisse aussi casser les frontières. Et donc, je vais vous proposer un top 3 des endroits les plus silencieux. Parce que franchement, on a dû voyager très très loin pour trouver des endroits un peu peinards. Et dans mon top 3, en troisième position, c'est l'Antarctique. Est-ce que certains d'entre vous connaissent l'Antarctique ou y sont déjà allés? Je ne pense pas, parce que c'est quand même assez loin. C'est l'endroit le plus silencieux du monde. Ça fait 25 fois la France. Et il y a 2000 scientifiques qui vivent à l'année sur ce coin-là. Et il n'y a pas d'industrie, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas un kilomètre, il n'y a pas une personne à la ronde. Le seul truc qu'on peut entendre à la rigueur, c'est des manchots ou des phoques, le craquement de la glace. Mais en tout cas, si vous voulez aller peinard, vous ressourcer, il faut aller là-bas, mais il faut aimer le froid. En deuxième position, que j'ai classé, là on va quand même changer complètement de direction, là on va partir au Botswana, et plus précisément c'est le pan de Magdagi Gadi. Je m'étais mis un mnémotechnique avec Jacques Adi, c'est assez difficile à dire. C'est l'un des déserts de sel les plus grands au monde. En dehors de la saison des pluies, il n'y a quasiment rien, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'âmes qui vivent. Et les rares visiteurs qui sont allés, ils ont dit par contre qu'ils avaient vécu une expérience irréelle, parce qu'apparemment on a l'impression que le monde entier s'est mis en pause et que le truc est extrêmement calme. Mais il y avait ça, moi je me souviens à la montagne pendant le confinement. Parce qu'il n'y avait pas les remontées mécaniques, il n'y avait rien, pas âme qui vive. Il y avait un silence, c'était incroyable. Mais c'est là justement quand on dit, en parlant de l'Antarctique, que vous voyez certains animaux, vous avez des bruits auxquels vous n'avez jamais été habitué. Et vous redécouvrez, vous tendez l'oreille davantage. Et après en numéro 1, je pense que Sarah, vous y êtes peut-être déjà allée, parce qu'on sait que d'habitude, avec votre petite lunette, vous voyagez très loin. C'est le Mexique et c'est un cénoté. Alors, ça s'appelle le cénoté Taakbia. Est-ce que vous connaissez les cénotés? Vous en avez déjà parlé dans une émission. Oui, c'est absolument dingo. Moi, j'ai eu la chance d'y aller pour faire un tournage. C'est un trou d'eau naturel et ça donne accès à des cavernes qui sont absolument dingues. Elles sont remplies d'eau douce. Il y a des lianes, on peut le voir ici. Et celui-là, c'est un des plus beaux du monde. Il y a des milliers de stalactites et de stalagmites. Et c'est un vrai havre de paix silencieux. C'est complètement isolé de la surface. Résultat, le seul truc qu'on peut entendre à la rigueur, c'est juste l'eau qui coule. Et vous êtes coupé de tous les bruits du monde extérieur. Est-ce que j'ai réussi dans ce tour du monde à vous convaincre et un endroit où vous avez envie d'aller? Le rêve. Les trois, mais le dernier un peu plus quand même. Il est pas mal le dernier. Ouais, ça a l'air pas mal. L'Antarctique aussi, j'aimerais bien. C'est vrai, Sylvie, que le silence est rare et tout, et qu'il est plein de vertus, on l'a bien compris, mais ça peut quand même un peu être synonyme d'angoisse aussi.
Et c'est notre cerveau qui s'en mêle. Qu'est-ce qui se passe précisément? Oui, exactement, parce qu'on a bien compris qu'il y a deux types de silence. Le silence naturel, qui n'est pas un vrai silence, puisqu'il y a toujours le bruit du vent, le bruit des feuilles, le bruit des animaux. Ok. Et puis, il y a le silence artificiel, c'est-à-dire le silence total. On a supprimé tous les bruits artificiellement, un petit peu comme dans les chambres anéchoïques, c'est-à-dire qui n'ont pas d'écho, donc qui amortissent et qui assourdissent tous les sons. Et dans ces cas-là, le cerveau ne supporte pas l'absence de stimulation sonore. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va orienter votre attention vers l'intérieur de votre corps et vous allez entendre des sons que d'habitude vous n'entendez pas. Les battements de votre cœur, par exemple, le bruit de votre respiration. Donc, vous recherchez, en fait, votre cerveau va rechercher des stimulations pour peupler le vide, parce qu'on sait que le silence total, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel, justement, et quelque chose qui peut véritablement être très angoissant. Et si votre cerveau vous procure l'audition de votre cœur qui bat, par exemple, c'est simplement pour vous rassurer, pour vous dire que vous n'êtes pas dans un environnement totalement virtuel dans lequel il n'y aurait plus de stimulation sonore. Et par ailleurs, vous avez dit un jour dans une émission, dans Bel et Bien, avec Ali Rebéi, que 1 minute de silence par jour, ça stimulait la neurogénèse, c'est-à-dire que ça recrée des petits neurones. Exactement. Donc c'est aussi important et bienfaiteur que ça? Exactement. En fait, le silence, c'est le meilleur moyen de régénérer notre cerveau, vraiment au sens propre. Et on a découvert que dans l'hippocampe, qui est la zone qui nous permet de mémoriser, on peut régénérer ces neurones grâce au silence. Donc c'est quand même, faites-le. Hein. Dès que vous sortez de ce studio, de toute façon, à part nous, je veux dire, à la télé, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, vous rentrez chez vous, un petit casque et hop, des neurones. Et où est-ce qu'on va finir? Dans 2 ans, des prix Nobel, on va être. Alors, lire en silence, c'est un des grands plaisirs du quotidien qui peut nous en apprendre bien plus que vous ne le pensez sur le bruit. La preuve avec notre spécialiste littéraire, Tatiana, qu'on accueille tout de suite. Bonjour Tatiana, comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Et comment ça va vous? Bon, ouais, bien. Elle va toujours bien, pourquoi? C'est génial. Parce qu'elle lit. Oui. Ah, Voilà. Eh ben oui. Un rêve. Bon, ça se passe comment votre relation avec le silence, vous? Ah mais Agathe, moi le silence c'est mon lieu préféré. Eh ben voilà, c'est ça. Bah voilà. Alors mais évidemment quand on y pense, oui je suis bavarde parce que j'adore parler, mais le silence n'est pas censé être l'absence de bruit. On l'a d'ailleurs dit tout à l'heure. C'est-à-dire, racontez-moi. Exactement. En fait pour moi, le silence, c'est littéralement une autre présence à soi-même. Quelque chose de serein et puis surtout quelque chose de très intime. Et René Char, mon autre grand amour, en est complètement gaga. Alors maintenant que j'ai compris ce que j'ai lu, j'aimerais quand même vous partager ce que j'ai reçu. Et donc vous parler d'un recueil de poèmes extraordinaire. Nous sommes entre 1938 et 1944. Et là, René Char s'attelle, enfin je pourrais même dire d'ailleurs René s'attelle à l'écriture d'un recueil de poèmes qu'il intitule « Fureur et mystère ». Alors oui, je suis d'accord, le titre est absolument immense. Mais ce recueil de poèmes naît d'une désillusion profonde. Parce que pour René, ce n'est pas la première fois que l'histoire s'effondre. Ce n'est pas la première fois qu'il doit tutoyer la folie des hommes, leur orgueil et leur violence. Et en fait, il comprend quelque chose. Ce qu'il nous manque, c'est le silence. Donc, lui qui a toujours mis, alors je vous rappelle quand même, René Char est un poète engagé. Donc lui qui a toujours mis sa poétique au service de l'éthique, son art au service de la résistance, il décide de chanter le silence. Et qu'est-ce que ça représente le silence pour lui alors, qu'on comprenne bien? Je vais citer René. Bah oui. Le silence est l'étui de la vérité. Ah, c'est beau. Moi, j'ai rien compris, mais... Oh, non mais Stan, je vais vous expliquer. C'est le silence, c'est l'étui de la vérité, mais quelle beauté. C'est une beauté folle. Et en fait, ce que ça veut dire, donc Stan, je vous explique. Ce que ça veut dire, c'est que on n'est pas sur un désert sans oasis. En fait, le silence, c'est pensez-le comme une forêt fertile, créatrice, dans laquelle, enfin, un lieu en fait dans lequel on peut se retrouver, se découvrir, renaître, et donc étymologiquement, finalement, se reconnaître, naître à soi-même, avec soi. Et d'ailleurs, pendant ma lecture, j'ai remarqué que René Char accole énormément, presque systématiquement, le silence au courage. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu comme si les deux mots poussaient sur la même plante, sur la même fleur. Et j'ai compris quelque chose. Le courage et le cœur font partie de la même famille. Étymologiquement, c'est un frère et une sœur. Et donc, finalement, le silence, c'est comme une boussole. Le silence, c'est comme une boussole parce que ça nous ramène à nos pulsations premières, celles de l'origine du monde.
Et d'ailleurs, René, toujours le même, explique dans Fureur et mystère que c'est ce qui nous permet de rentrer en intelligence avec nous-mêmes. Et en fait, le silence va nous rapprocher de l'essentiel, bien sûr, de notre élan, de nos désirs, et finalement, de la vérité. Donc j'ai une question pour nous tous. Et si la seule façon de s'entendre, c'était de s'écouter quand tout se tait? Oh, ce que c'est beau, Tatiana Char. Tatiana Char. On en est là. Merci, Tatiana. On se retrouve évidemment très vite sur le plateau de Bel et Bien Ensemble ou sur vos réseaux sociaux, sur lesquels vous êtes très, très suivis, ou sur nos réseaux sociaux Bel et Bien Ensemble. Je vous souhaite de passer une très belle journée sur France 2 jusqu'à demain, 9h55. Bye bye.